La situation au Mali était au centre des échanges entre le chef de l'État et le conseiller Afrique du président français. C'était lors d'une rencontre ce jeudi au palais présidentiel. Les Maman Benz, une catégorie de femmes qui n'ont peur de rien, elles ont surtout réussi à se faire une place au soleil. À la sueur de leur front, nous irons à leur rencontre dans ce journal. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, est depuis ce matin en visite au Mali. Il s'est rendu dans le massif des Iporas, où se déroulent les combats les plus difficiles contre les djihadistes liés à AQMI. Bonsoir à vous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur RTI 1. La situation au Mali était au centre des échanges entre le chef de l'État et le conseiller Afrique du président français. C'était lors d'une rencontre ce jeudi au palais présidentiel. Alassane Ouattara a ensuite échangé avec le président directeur général de la compagnie aérienne Corsair, Jérôme Kofi Abola. Première audience au palais présidentiel ce jeudi 7 mars 2013, celle que le président de la République Alassane Ouattara a accordée au conseiller Afrique du président français François Hollande. Les entretiens ont pour l'essentiel porté sur les questions sous-régionales, notamment la situation au Mali. On a fait un peu le point sur les relations entre la France et la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, qui vous savez sont extrêmement riches. Et on a aussi fait un petit point de la situation régionale. Que vous savez que le président Hollande et le président Ouattara sont tous deux très engagés, notamment au Mali. Et donc c'est important de pouvoir échanger un peu d'informations sur tout ce qui se passe dans la région. Le président Ouattara est aussi le président de la CEDEAO. Donc on a fait un tour d'horizon de toutes ces situations régionales. Après le conseiller Afrique du président François Hollande, c'est le président directeur général de la compagnie Corsair qui, à son tour, a été reçu par le président Alassane Ouattara. La compagnie Corsair, à l'instar d'autres, va desservir les Ivoiriens dans le domaine du transport aérien. C'est dans cette optique que son président directeur général a échangé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je tenais à souligner l'accueil excellent des autorités ivoiriennes à la compagnie Corsair, toute la grande coopération dont nous avons profité, l'efficacité et la réactivité exemplaire de toutes les autorités ivoiriennes, à commencer par le ministre des Transports. Et je crois que le fait que Corsair vienne, c'est un signe de confiance dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire et c'est un signe de confiance encore plus grand dans l'avenir et les perspectives de la Côte d'Ivoire. Et j'ai rappelé à son Excellence, le président Ouattara, donc la Côte d'Ivoire peut compter sur Corsair pour développer le trafic, pour développer le fret, parce qu'il y a des exportations, et pour développer le tourisme, puisque Corsair, c'est aussi le groupe TUI France, qui est le premier groupe de tourisme, de voyage et de tour operating dans le monde, et également sur le marché français. Je crois qu'il a exprimé sa satisfaction de nous voir arriver, de nos tarifs, qui vont permettre quand même de démocratiser le voyage, le transport aérien, pour les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, pour la diaspora ivoirienne en France, pour tous les expatriés que vous avez ici, pour développer l'implantation de nouvelles entreprises. Donc, je crois que son souhait, ça a été que nous développions le plus rapidement possible et que nous augmentions le plus rapidement possible le nombre de vols. Le président Alassane Ouattara sera demain au Bénin pour une visite d'État de 48 heures. Un communiqué relatif à cette visite, à l'invitation du président de la République du Bénin, Dr Boni Yayi, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara effectuera une visite d'État au Bénin du vendredi 8 au samedi 9 mars 2013. Au cours de cette visite, le président de la République aura des entretiens avec son homologue béninois ainsi qu'avec les hommes d'affaires du Bénin. Le chef de l'État assistera également à la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée au Palais des Congrès de Cotonou. Il se rendra ensuite à Porto Novo pour une séance de travail et une visite du centre Songhai. Dans la matinée du samedi 9 mars 2013, le président de la République se rendra à l'université d'Abomey-Calavi où il sera élevé au grade de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi. Le président de la République regagnera Abidjan le samedi 9 mars 2013 en fin de journée.
Quittons le palais présidentiel pour cette visite d'État pour nous rendre à la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu plusieurs séances de travail ce jeudi. L'investissement privé en Côte d'Ivoire était un point essentiel de ces différentes rencontres. Alexis Ouedraogo. Économie, énergie et coopération à l'ordre du jour ce jeudi à l'agenda du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec Sir McLeod Thomas et les membres du conseil d'administration du groupe indien Tata. La structure s'intéresse à l'exploitation des minerais dans la région de Bangolo. Ils sont venus rencontrer le Premier ministre pour lui expliquer ce qu'il faisait. Et donc expliquer aussi la joie du groupe de travailler en Côte d'Ivoire. Actuellement, ils sont au stade, n'est-ce pas, des études pour voir les potentialités, n'est-ce pas, de sous-sol. Ils ne sont pas encore à une phase de production. Et donc, je crois que cette phase va arriver quand ils auront donc des résultats probants. À sa suite, Jean-Claude Meyer et François Wout, vice-chairman et associé gérant de Worldreach, ont été reçus par le chef du gouvernement. Et nous aimerions aider la Côte d'Ivoire sur le plan financier à assumer cette nouvelle croissance qui est remarquable et qui suscite notre admiration. La Bourse régionale des valeurs mobilières aussi s'est inscrite à la liste des audiences de ce jeudi. Son premier responsable a été reçu par Daniel Kablan-Duncan. Nous avons parlé donc de faire de la place d'Abidjan une place financière donc de premier plan au niveau donc de l'Afrique. À l'heure actuelle, nous sommes la 6e bourse africaine et le Premier ministre nous a encouragés pour qu'on puisse progresser et arriver, si vous voulez, sur le podium. La série des rencontres a pris fin avec les audiences accordées à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. Il était aux côtés de Hélène Le Général, conseiller diplomatique du président français chargé de l'Afrique. L'entretien avec M. Pascal de Izagil, directeur général de Corsair, a été le point final de cette journée. 470 milliards de francs CFA pour les producteurs de café cacao ivoiriens. C'est le fruit de la campagne 2012 obtenue grâce à la réforme de la filière. Retour sur cette réforme et ses objectifs avec Noël Gnagno. Avant, nos papas, là, ce qui nous a fait réussir, c'était le prix unique. Garantir le prix aux producteurs. Voilà une des données essentielles de la réforme du café cacao, mise en place en janvier. Après son adoption, 3 octobre 2012, ouverture de la première campagne avec un prix fixe, 725 francs CFA, 60% du prix international comme promis aux paysans. En plus du prix fixe garanti, des dispositions ont été prises pour assurer le respect de ce prix dans toutes les zones de production, avec en bonne place la lutte contre le racket, la plaie de la filière. De la plantation en passant par le village jusqu'à Abidjan, les opérateurs économiques et les planteurs perdent un peu plus de 32% de leurs revenus. Hier, mercredi, le gouvernement a rendu public le gain des producteurs, 470 milliards de francs CFA. Quel est l'impact de ce gain après les années de la libéralisation? Un constat, le respect de la volonté des producteurs, le prix garanti pour une meilleure maîtrise de leur environnement économique. En attendant la visite sur le terrain pour réconcilier ces chiffres avec le vécu des paysans. Les agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI ont reçu leur diplôme après un stage de renforcement de leurs capacités. Occasion pour la ministre de la Communication d'inviter les journalistes à s'approprier les acquis de la formation pour plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier, nous dit Gabriel Zani. En matière de qualité de service offert, après ces formations, seuls les auditeurs et téléspectateurs ivoiriens peuvent apprécier les résultats. Au niveau du journal télévisé, il n'y a pas suffisamment d'enquêtes. C'est vrai que l'information elle est générale. Sur Internet, vous avez toutes les informations. Mais sur le pays, on n'a pas suffisamment d'informations. Je vois par exemple qu'à l'occasion de certains événements, on rend visite à des familles. On vit le quotidien en fait de la famille ivoirienne. Mais il reste pas mal de choses à revoir. Avec ces observations, la dynamique d'expertise acquise lors des sessions de formation doit être insufflée à tous les niveaux de la chaîne de production et des programmes. Nous sommes fiers de vous. Je sais donc pouvoir compter sur vous pour avoir constamment à l'esprit les repères théoriques et pratiques reçus lors de ces différentes formations afin d'accomplir vos tâches selon les normes professionnelles requises.
emboîtant le pas au directeur général de la RTI, Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, tout en remerciant les partenaires formateurs que sont l'Académie France 24, la Radio France Internationale et RFI, a exhorté l'assistance à plus de professionnalisme dans l'exercice des différents corps de métier. Je voudrais aussi vous engager à faire rêver les Ivoiriens et les téléspectateurs d'autres pays en leur proposant sur le bouquet, donc les programmes télévisuels qui sont attrayants, captivants et authentiques. Les journalistes et techniciens de la radio-télévision ivoirienne ont reçu leur diplôme de participation à ces différentes formations. Et convaincus que la formation continue demeure le socle de la compétence et de la compétitivité, les récipiendaires ont souhaité que ces formations se renouvellent. Les opportunités d'affaires et d'investissement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire ont été présentées aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. C'était lors d'une visite de travail du ministre de la Poste et des technologies de la communication en France. Le reportage de Lassina Ouattara. Avec les projets comme le déploiement de plus de 6000 km de fibres optiques, la construction d'infrastructures technologiques et l'ambitieuse politique d'accès à la technologie au plus grand nombre, la Côte d'Ivoire continue de nouer des partenariats stratégiques à travers le monde. La visite de Bruno Koné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, visait à présenter les atouts de la Côte d'Ivoire pour l'avènement d'une économie numérique. Nous sommes persuadés que rendre accessibles ces services, ces solutions, ces équipements à l'ensemble de la population apporte à notre pays. L'UIT démontre que 10% de taux de pénétration du haut débit Internet, c'est un point de croissance supplémentaire chaque année. Présent à Paris avec Bilé Diemeleou, directeur général de l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, Bruno Koné a multiplié les échanges et exposé sur le nouveau cadre réglementaire pour attirer plus d'investisseurs. Le dynamisme du marché ivoirien des TIC, avec plus de 17 millions d'abonnés au mobile, les nouveaux services comme la 3G et la lutte contre la cybercriminalité ont été au centre des échanges. Nous venons de faire adopter en conseil de gouvernement une loi sur la cybercriminalité. Nous venons de faire prendre une loi sur le commerce électronique et une loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc tout cela va permettre justement d'intensifier la lutte contre la cybercriminalité. Très impressionnés par les atouts de la Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires français ont manifesté l'intérêt d'accompagner la politique de développement des TIC. Une délégation devrait d'ailleurs se rendre en Côte d'Ivoire pour une prospection. Communication toujours, le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG a renforcé les capacités des responsables de la communication des différents ministères. Objectif, mieux communiquer les actions gouvernementales à travers le ministère en cette année 2013, nous dit Doigt des Lasers. Cette année, de grandes innovations sont annoncées dans le système de communication et d'information sur les actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'Estranet, un réseau de communication via Internet, est offert par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, pour faciliter les échanges d'informations et de documentation entre les départements ministériels. Selon Dominique Ouandje, chargé de communication au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Estranet du CICG vient à point nommé. Nous avons la chance de communiquer avec cette icône d'agenda. Je peux déjà mettre toutes les programmations que, comme ministre ici, il y a eu la télé du 27 qui a été programmée et qui permet à tous les chargés de communication d'être parfaits de cette information. Pour la directrice du CICG, l'appropriation des axes stratégiques et des dossiers prioritaires du gouvernement par les responsables de communication des départements ministériels reste un défi à relever. Donc les responsables de communication doivent bien connaître le programme du gouvernement parce que c'est ce programme-là qu'ils sont censés accompagner avec des stratégies de communication. Donc cet extranet va nous permettre de mettre tous les dossiers importants en ligne. Ce qui est important, c'est notre capacité à faire en sorte que l'information qui se trouve dans ces outils est pertinente et conforme au message que le gouvernement veut passer. Parce que cette information, les populations en ont besoin pour organiser leur vie. L'initiative est saluée par Kwame Flore, directrice adjointe du cabinet du Premier ministre, Daniel Kablandenka. Elle exhorte le CICG à s'impliquer davantage dans le programme de communication gouvernementale à venir afin de faire connaître aux Ivoiriens les grands chantiers du programme de gouvernement du chef de l'État, Alassane Ouattara.
Demain, 8 mars, cette journée consacrée à la femme dans le monde. L'accent est mis cette année sur les violences faites aux femmes et aux filles. La Côte d'Ivoire a décidé de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, l'unité et la réconciliation. Marie-Laure Ngoran nous propose le message du gouvernement à travers cette journée avec le ministre de la Salubrité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Une journée dédiée à la femme. Le rendez-vous est fixé chaque 8 mars. Pour l'édition 2013, la communauté internationale a choisi de se pencher sur le phénomène des violences envers les femmes et les fillettes. Comment passer des promesses à l'action pour éliminer, prévenir toutes les formes de violence à l'égard des femmes? La Côte d'Ivoire est préoccupée par la question. Comme réponse, elle suggère l'unité. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en fera l'écho en Côte d'Ivoire. Hommes et femmes, ensemble, pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée, est une invite à l'unité des filles et des fils de la mère patrie, de chacun des hommes et des femmes dans sa spécificité, dont l'égalité, consacrée par notre Constitution, est indispensable pour la paix et le développement. Autrement, comment pourrions-nous devenir ce pays émergent à l'horizon 2020? C'est dans l'action conjuguée des hommes et des femmes, en prônant les valeurs d'amour, de tolérance, de respect mutuel, de solidarité, de paix et de travail. Et la ministre de la Famille ajoute: la situation de la femme en Côte d'Ivoire évolue. Des réformes majeures sont en cours. Elles concernent notamment la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, la création d'un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour lutter contre la pauvreté. Et pas moins de 14 000 femmes bénéficieront de ce fonds. La ministre Anne-Désirée Ouloto souligne: c'est le temps des possibles pour chaque femme en Côte d'Ivoire. Le temps aussi de faire de l'homme un allié stratégique dans la lutte contre les disparités et les violences basées sur le genre. Avant cette journée du 8 mars, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée à une catégorie de femmes appelées Maman Benz. Elles ont la réputation de n'avoir peur de rien et surtout, elles ont réussi à se faire une place au soleil dans leur domaine d'activité. Alexis Ouedraogo nous livre les secrets de ces Maman Benz ivoiriennes. Derrière son comptoir, Alia renseigne ses clientes et répond à d'incessants coups de fil. La commerçante de bijoux installée au grand marché d'Adjamé a l'œil sur son commerce. Il y a 30 ans déjà, alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille, elle s'est laissée séduire par sa mère, une grande commerçante. Il y a longtemps on est dans le commerce, pas aujourd'hui. On voyage souvent avant de partir, on fait des commandes. Et si c'est pour nous appeler, on s'en va chercher. Et les affaires vont plutôt bien malgré la crise. Alia fait bouillir la marmite à la maison et s'occupe de ses 2 enfants. Si je te dis que je n'ai rien fait, là, je mens. Tout près d'elle, Dame Kaba Fofana, elle est habituée à l'axe Abidjan-Dubaï. C'est là que tous les 2 mois, elle part s'approvisionner en dentelle pour son magasin. Mais même tu ne connais pas papier, tu connais une marchandise. Tu vas arriver au marché, puis tu vas chercher le marchandise que tu veux. Si tu as trouvé, puis tu payes. J'ai trouvé ma maison, je dors là-bas, je suis dans mon magasin, puis je sors le matin. Autre lieu, dans les couloirs du grand marché de Trècheville, plusieurs autres femmes s'illustrent tout aussi brillamment. Madame Thiemele, elle, nous raconte la passion et le pouvoir de l'indépendance financière. Sa mère était une de ces femmes à rouler en Mercedes-Benz à l'époque. On les appelait Nana Benz, elle et sa muse. Ma maman était une grande commerçante, elle vendait des pagnes quand j'étais déjà à l'école primaire. Et donc les jeudis, quand on n'allait pas à l'école, je l'accompagnais au marché. Et donc j'étais déjà vendeuse de pagnes. Un seul mot sur les lèvres de ces combattantes intrépides, le courage. Travail là, quand tu te donnes là, c'est difficile, mais une fois que tu te donnes, ça ne te dit plus rien. Si toi-même tu as la volonté de travailler, que tu as envie vraiment le faire, ça passe. Ne pas rester les bras croisés, attendre tout jeune homme pour te dépanner. Donc, on lutte dessus comme ça. Une vertu qu'elles espèrent inculquer aux plus jeunes.
Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, est à New York, aux États-Unis. Elle présente au monde entier la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Cette rencontre à l'ONU est une occasion pour la communauté mondiale de dresser le bilan de la lutte contre les inégalités basées sur le sexe et pour l'amélioration des conditions de la femme. L'agriculture, un secteur stratégique pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Ce secteur a besoin de professionnels de l'activité agricole. Il faut donc des établissements de formation adaptés. Noël Gnagno s'est penché sur la question dans le dossier de ce jeudi. Benjébil, à l'est d'Abidjan, quartier agriculture parce que situé dans le périmètre des premiers établissements de formation agricole, le lycée agricole, aujourd'hui école régionale d'agriculture du Sud, l'école de spécialisation en élevage, date d'ouverture 1964, le centre d'apprentissage, de perfectionnement et de production agricole, créé en 1979. Ces établissements sont désormais partie intégrante de l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Ils regroupent les 9 seuls établissements publics de formation agricole dans un pays où l'essentiel de l'économie est basé sur l'agriculture. Avec une population active agricole de 60%, vous avez seulement que 9 établissements, dont seulement 2 écoles régionales d'agriculture pour toute la Côte d'Ivoire, 4 écoles de spécialisation et 3 centres d'application. Ce paradoxe se double du malentendu des candidats au concours d'entrée à l'Institut. L'Institut, c'est un tout en termes d'agriculture. Nous avons 4 options, notamment l'agriculture, l'élevage, l'option halieutique et puis la foresterie. Eux, l'information qu'ils ont, c'est la foresterie. L'incident de cet état de fait, la majorité des étudiants portent leur choix sur la filière foresterie après la première année de tronc commun. Depuis que nous sommes arrivés, nous devions commencer les cours. Mais pour commencer les cours, véritablement, il fallait d'abord une prise en main qui a été refusée. Nous leur avons demandé pourquoi la prise en main, qui est une tradition, est refusée cette année. La prise en main est donnée par la police forestière. La police forestière dépend du ministère des Eaux et Forêts. Test grandeur nature de cette situation, nous n'avons pas eu accès à l'école forestière du Banco, située dans l'enceinte de la forêt du Banco. Laissons ce dossier sur la table du dialogue interministériel et allons à la découverte de ces établissements, le vécu des étudiants et l'impact de la formation. Sur la question de l'impact de la formation, des espoirs, mais également des difficultés. Nous avons les contraintes liées à la productivité des animaux, les contraintes d'alimentation, les contraintes de commercialisation, les contraintes de transformation, les contraintes liées aussi au crédit. Le cas de formation, il est vétuste. Le miracle ivoirien, issu de l'agriculture, est passé très loin de ces établissements. Pire, l'espace occupé est grignoté par les riverains. Le centre s'étend sur 9 hectares et il faut dire qu'il est vaste. Nous n'avons pas mis la totalité de cette superficie en valeur, ce qui fait que nous avons réellement des problèmes avec les riverains. À ce tableau, ajoutons le cas des enseignants. Vous avez 100 élèves dans une seule salle de classe. Il est très difficile de dispenser un cours efficacement. Et comment est-ce que dans un pays où l'économie repose sur l'agriculture, ceux qui sont la base, ceux qui font la formation dans ce domaine, n'aient pas de statut? Mais l'espoir est permis. C'est vrai, vous avez peut-être vu quelques difficultés, mais on fait avec, dans l'espoir que nos maîtres très rapidement vont penser à mettre de l'ordre, sinon nous apporter le minimum pour notre formation. Ce qui me plaît plus, c'est que, pas forcément la personne publique, on peut travailler, mais moi je peux monter mes propres activités et puis être une femme d'affaires. En tant que jeune Ivoirien, on se trouve un peu mal à l'aise. On voit qu'il n'y a pas du boulot. Pourquoi ne pas s'investir pour vraiment arrêter l'importation de la viande? Une ambition en accord avec la nouvelle vision de l'Institut. Réformer le contenu de formation, l'adapter donc aux nouvelles technologies donc de production, parce que nous n'avons plus à former des producteurs aux méthodes anciennes. Il faut intégrer donc les exigences du marché nouveau, les exigences du monde nouveau, pour que effectivement nous continuions à porter le flambeau donc des leaders en matière d'agriculture. Pour accompagner cette vision, le ministère de l'Agriculture, la tutelle, a équipé l'Institut en matériel didactique, réhabilité les bâtiments,
doter les dortoirs de lits et de matelas. Le tout à hauteur de 150 millions de francs CFA. Le ministère de l'Agriculture attend poursuivre, entretenir, amplifier cet effort. Parce que sur la route de l'émergence, dans un pays à vocation agricole, l'agriculture est le moteur de la croissance. Et un moteur ne saurait s'accommoder avec l'à peu près. Parcourons maintenant l'actualité en Afrique, marquée par le Mali, avec la visite du ministre français de la Défense. Jean-Yves Le Drian s'est rendu ce matin dans le massif des Iforas, près de la frontière de l'Algérie. C'est le lieu des combats les plus difficiles contre les combattants liés à AQMI. Les images. Visite surprise du ministre français de la Défense au Mali ce jeudi. Jean-Yves Le Drian est arrivé dans le nord-est. Il a salué les soldats français qui mènent depuis 3 semaines un combat acharné contre les islamistes armés dans le massif des Iforas, près de la frontière algérienne. Cette visite intervient 24 heures après la mort, à 100 km à l'est de Gao, d'un nouveau soldat français, ce qui porte à 4 les pertes humaines dans les rangs de l'opération Serval depuis son déclenchement le 11 janvier. L'embargo sur les armes assoupli pour la Somalie. Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, votée à l'unanimité mercredi soir. Pour une période probatoire d'1 an, l'interdiction d'acheter des armes est levée. Elle était en vigueur depuis 2 bonnes décennies. Désormais, le gouvernement somalien pourra acquérir des armements pour combattre les milices islamistes. En revanche, la plupart des armes lourdes restent soumises à l'embargo. Dans le même temps, le Conseil de sécurité a voté le renouvellement d'1 an du mandat de l'AMISOM, la force de l'Union africaine pour la Somalie, forte de 17 000 soldats. En Afrique du Sud, un hommage a été rendu aux jeunes Mozambicains morts la semaine dernière dans un commissariat après avoir été traînés, menottés à un véhicule de police à la suite d'un banal contrôle pour un taxi collectif mal garé. La police a été savamment huée par la foule. Ovation en revanche pour Graça Machel, veuve du premier président mozambicain et actuelle épouse de Nelson Mandela. Elle a estimé que ce drame est la preuve que l'Afrique du Sud est une société qui saigne et qui respire dans la douleur. Demain, vendredi, obsèques nationales du président du Venezuela, Hugo Chavez, est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer contre lequel il a lutté pendant 2 ans. Le cercueil ouvert du commandante a été déposé mercredi dans l'académie militaire de Caracas. Les Vénézuéliens continuent de défiler devant la dépouille pour un dernier hommage à leur président. Des centaines de milliers de Vénézuéliens qui viennent dire adieu à leur commandante. Beaucoup sont en rouge, la couleur des chavistes. Le cortège mettra 7 heures sous un soleil de plomb pour faire le trajet de l'hôpital vers l'académie militaire de Caracas. La télévision nationale a retransmis ces images en direct, révélant cette chapelle ardente qui restera ouverte jusqu'aux funérailles nationales prévues à 10 heures vendredi. Toute la nuit, le peuple a fait la queue pour contempler une dernière fois le visage d'Hugo Chavez, que la télévision a soigneusement évité de diffuser. Je l'ai vu, il avait l'air normal. Comme d'habitude, je me sens mal parce qu'il était très aimé. J'aimais vraiment le président, moi et ma famille. Sans ce président, nous n'aurions jamais pu vivre dans un appartement décent. Je ne voulais pas y croire parce que je ne pouvais pas croire qu'un homme aussi fort, un homme aussi courageux ait pu disparaître. Mais c'est pourtant le cas. Des chefs d'État d'Amérique latine sont déjà à Caracas pour partager le deuil des Vénézuéliens. D'autres dirigeants étrangers sont attendus pour les funérailles. Chavez, image de la révolution socialiste, source d'inspiration pour certains de ses voisins, bête noire des États-Unis, Chavez qui laisse un vide dont beaucoup se demandent s'il sera comblé par le dauphin qu'il avait désigné, Nicolas Maduro. Chavez nous a montré le chemin. Il nous a dit quoi faire. Alors tout ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est de suivre ses instructions et de continuer ce à quoi il nous a préparés. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à lui et à son grand cœur. Hugo Chavez avait préparé son peuple à voter pour Nicolas Maduro lors des prochaines élections. On saura d'ici 1 mois si les Vénézuéliens suivront ses dernières volontés.
Retour en Côte d'Ivoire, une veillée académique et une veillée religieuse aujourd'hui pour le professeur Salif Ndiaye, décédé à Paris le 3 mars dernier. Auparavant, la dépouille du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire est arrivée à l'aéroport d'Abidjan hier aux environs de 19 h. Mamadou Kouassi. Le mortel de Salif Ndiaye, secrétaire général de l'UDPCI, est arrivé à Abidjan ce mercredi aux environs de 19 h. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire est décédé le dimanche 3 mars dernier à Paris en France, des suites d'une longue maladie. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ils étaient nombreux pour l'accueil de la dépouille. Parmi les personnalités, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, le président de l'UDPCI, Albert Mabouy Touakeus, également des membres de sa famille biologique et politique. Des prières ont été dites par l'imam Sissi Abdallah. La dépouille a été transférée ensuite à Ivosep en attendant la levée de corps prévue ce vendredi 8 mars à 9 h 30 à la mosquée de la Riviera Golf. Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Une veillée académique est prévue ce jeudi soir à l'université Félix Houphouët-Boigny afin de rendre hommage à celui qui aura servi pendant des années dans les universités ivoiriennes. La communauté musulmane d'Adjien, communauté à laquelle appartenait El Hadj Alassane Salif Ndiaye, prévoit également une veillée religieuse. Fin de ce journal. À demain, 6 h 30 sur RTI 1. Bonsoir.